Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. L'essentiel de l'actualité de ce lundi 26 novembre. Msila accueille les festivités du 44e anniversaire de la création de l'Union nationale des paysans algériens. À cette occasion, une lettre du président de la République a été lue en son nom par le ministre de l'Agriculture, Abdelkader Bouazgui. Le projet intégré d'exploitation et de transformation du phosphate sera lancé officiellement aujourd'hui depuis Tébessa, projet qui marque un pas vers la création d'un pôle imposant de l'industrie minière. L'accord de partenariat pour la création d'une société mixte algéro-chinoise pour ce projet vient d'être signé en présence du Premier ministre Ahmed Yahya. Le salon Durdura des arts plastiques a dédié sa 9e édition à l'artiste algérien Denis Martinez. Il est placé cette année sous le thème « Sur le chemin de Tejmaat ». On en parle à la fin de ce journal. Bienvenue à tous. Célébration donc aujourd'hui du 44e anniversaire de la création de l'Union nationale des paysans algériens, en présence notamment du ministre de l'Agriculture. Msila accueille donc les festivités officielles. En l'espace de 10 ans, la wilaya est passée du statut de région pastorale à celui de pôle agricole par excellence et à la 14e place à l'échelle nationale en matière de production de légumes. L'événement est placé sous le thème « L'agriculture au service de la souveraineté nationale ». Une lettre du président de la République a été lue en son nom par le ministre de l'Agriculture Abdelkader Bouazgui. Le chef de l'État appelle dans son message le gouvernement à axer ses efforts sur le développement et la modernisation du secteur agricole. Je vous propose d'écouter un extrait. إن الدولة ستظل دوما إلى جنب الفلاح وقد وجهت بهذا الخصوص الحكومة بمناسبة انعقاد الجلسات الوطنية للفلاحة في أبريل 2018 إلى الاستمرار في تنفيذ آليات دعم ومرافقة الفلاحين رغم الصعوبات المالية التي تعرفها البلاد. وفي ذات السياق أنني حرصت وأحرص دوما يقول السيد رئيس الجمهورية على أن تجعل الحكومة من العقار الفلاحي إحدى أولوياتها تفعيلا للمادة 19 من الدستور واعتبارا لكونه خط أحمر لا يجوز تخطيه لا سيما من خلال تأمين حيازته واسترجاع ما لم يتم استغلاله بشكل عقلاني واقتصادي. أناشد يقول فخامة الرئيس أناشد مختلف هيئات الدولة على إيلاء أقصى الاهتمام لتشبيب قطاع الفلاحة ودعم المبادرات الشبانية وتقوية التنظيمات المهنية ومساعدة المرأة الريفية والنهوض أكثر بقطاع الفلاحة وعطاته وتنميته. كما أهيب يقول فخامة الرئيس كما أهيب بمختلف المؤسسات والهيئات أن تضاعف الاهتمام بالتكوين في المجالات الفلاحية لا سيما لدى شريحة الشباب وفي الأرياف وتتبع آخر التطورات التكنولوجية على المستويين الجهوي والعالمي بالإضافة إلى تثمين نتائج البحوث العلمية وتقريب المخابر والمراكز البحثية من محيطها الاقتصادي والاستثماري. Le Premier ministre Ahmed Yahya est à Tébessa. Il préside la cérémonie de signature de l'accord de partenariat entre les groupes algériens Sonatrach et Asmid Al-Manal et les groupes chinois dirigés par la société CITIC pour le lancement du projet intégré pour l'exploitation de phosphate. La cérémonie se déroule en ce moment même. Ce méga projet intégré réparti entre la mine de Bled El Hadba à Tébessa, la plateforme de Hajar Kibrit à Soukharas, celle de Hajar Soud à Skikda et le port de Annaba a nécessité un volume d'investissement de 6 milliards de dollars. Les ministres de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, de l'énergie, de l'industrie et des mines accompagnent le Premier ministre. La centrale photovoltaïque de Bir
frontalière d'El Borma, un projet qui marque le début d'une transition énergétique efficiente vers les énergies renouvelables et propres. Elle a été inaugurée hier par le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, un projet très attendu par la population locale car les retombées économiques sur la région seront importantes, avec notamment une résorption du chômage. Cette centrale solaire photovoltaïque d'une capacité de 10 MW qui alimentera en électricité propre le site de Birba Nord entre dans le cadre du programme de solarisation des installations pétrolières et gazières de Sonatrach, à la faveur de l'engagement de l'État pour un mix énergétique. Le groupe pétrolier prévoit en effet d'atteindre 80% à l'horizon 2030, soit 1,3 gigawatts. S'exprimant en marge de la cérémonie inaugurale, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a souligné l'impact positif de cette installation énergétique dans cette daïra frontalière. Ces installations et ces réalisations stratégiques découlent des grands projets structurels nationaux dont l'objectif est de prendre au mieux en charge les besoins du citoyen algérien où qu'il se trouve. L'État est déterminé conformément aux orientations du président de la République pour que tous les Algériens puissent bénéficier de leur part de développement, un développement juste et équitable, et c'est ce qui sera concrétisé à travers les programmes spéciaux de développement mis en œuvre par le président de la République au profit des régions de notre Grand Sud, ainsi que celles des hauts plateaux et des régions frontalières. Fruit d'un accord stratégique entre le groupe Sonatrach et son partenaire italien Eni, ce projet qui s'étend sur une superficie de 20 hectares générera 18,5 gigawattheures par an d'énergie électrique et libérera du gaz naturel pour une meilleure valorisation. Les potentialités de l'Algérie quant au développement de son énergie solaire nous imposent d'introduire les énergies renouvelables dans le mix énergétique que nous offrons aux consommateurs algériens. La ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables a mis l'accent sur l'importance de l'exploitation des énergies renouvelables en tant que priorité nationale. Fatma Zahra Zarouati a d'autre part souligné l'adhésion claire de l'Algérie aux efforts internationaux visant la réduction des émanations de gaz à effet de serre. Cette importante réalisation traduit la politique et la volonté du président de la République de faire des énergies renouvelables une priorité nationale. Mis à part le développement à court terme de ses capacités de production électrique, entre autres projets inscrits au titre de la stratégie SH 2030, Sonatrach ambitionne de poursuivre avec Eni ses objectifs de développement de projets énergétiques. Ce projet stratégique est réalisé par Sonatrach en collaboration avec Eni. La stratégie de l'entreprise nationale est aujourd'hui d'augmenter le volume de production des ressources non conventionnelles. Je vous propose d'écouter la déclaration du PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Oueltqaddour. On va être en hausse en 2019, mais ce ne sera peut-être pas la plus grosse production. Ce comptable, c'est beaucoup plus vers 20, 24, 20, 25 pour pouvoir intégrer toutes les sources que nous avons à développer, entre autres les énergies non conventionnelles. Donc définitivement, le programme que nous avons, c'est d'augmenter nos capacités de production et de ramener beaucoup plus de partenaires pour pouvoir développer nos ressources. L'Algérie, c'est quand même plus de 2 millions de kilomètres carrés. Et vous le savez très bien que c'est un pays qui est sous-exploité ou sous-exploré. Et donc, on va axer nos efforts pour pouvoir avoir d'autres partenaires qui viennent travailler dans ce... Et à ce titre-là, vous savez très bien que nous sommes en discussion avec ExxonMobil pour pouvoir les ramener et faire encore plus d'exploration. Le projet de loi de finances 2019, toujours en débat ce lundi au Conseil de la Nation. Plusieurs propositions portant simplification du système fiscal, mécanisme à même de drainer les fonds, circulation dans les marchés parallèles aux banques et développement des zones frontalières ont été au cœur des préoccupations des membres du Conseil de la Nation hier lors d'une séance plénière consacrée au débat du projet de loi de finances 2019. L'intégration de l'aquaculture dans les exploitations agricoles profite à de nombreux agriculteurs. L'expérience semble réussir. Un exemple concret ce matin à Mascara, où un agriculteur a vu sa production augmenter depuis qu'il irrigue ses terres à partir des bassins d'élevage. Camélia Mellal. Abdelkader, un agriculteur de la wilaya de Mascara, assure que le rendement agricole de ses terres a sensiblement augmenté depuis qu'il a commencé à les irriguer avec les eaux du bassin dans lequel plusieurs milliers d'alevins de poissons sont élevés. Depuis ces bassins, j'irrigue ma parcelle.
Le nutriment et les rejets des poissons constituent de véritables engrais pour la terre. Le résultat est donc satisfaisant sur le terrain, à l'exemple de la production des oranges Thomson qui a augmenté de 30%. Seul bémol, ces alevins ne peuvent pas survivre dans un climat frais. Nous demandons ainsi aux autorités concernées de nous aider pour l'électricité. Au moins 18. Cette opération contribue également à la protection de l'environnement et à la lutte contre la pollution, puisque les agriculteurs utiliseront moins de produits chimiques dans le travail de leurs terres. La Chambre de l'agriculture a tracé un programme qui consiste à former des agriculteurs dans l'élevage des poissons dans ces bassins. Nous avons actuellement lancé une formation au profit de 60 agriculteurs. L'intégration de l'aquaculture dans les exploitations agricoles permettra ainsi d'enrichir l'eau destinée à l'irrigation en matière de produits organiques et minéraux, diminuer l'utilisation des engrais chimiques et diversifier les revenus de l'exploitation agricole. Le financement bancaire comme moyen d'accompagnement des investisseurs dans le Grand Sud algérien. Toute une journée d'information organisée par l'ABEF, l'association professionnelle des banques et établissements financiers, sur la situation et les mécanismes de financement des projets et les procédures instaurées par l'État s'est tenue à Ouargla avec l'objectif de vulgariser et d'attirer les hommes d'affaires. Manel Boutouaba. Les banques ont consenti ces dernières années des financements colossaux et structurants au profit des secteurs stratégiques de l'économie nationale. Le système bancaire et financier assume une mission primordiale dans l'accompagnement et l'orientation des projets d'investissement vers la voie la plus performante à travers le financement, mais aussi l'élimination des contraintes et la prise en charge des préoccupations des opérateurs économiques, notamment ceux des régions du Sud et des hauts plateaux, futures régions créatrices de richesses et d'emplois. Les crédits bancaires accordés à l'investissement se sont établis à la fin du premier semestre de l'année en cours à 6 879 milliards de dinars, soit un taux de 73% de la totalité des crédits. Afin d'encourager les porteurs de projets et les investisseurs des wilayas du Sud et des hauts plateaux à s'orienter vers cette voie afin de bénéficier de l'ensemble des avantages offerts. Une grande palette de mécanismes de financement s'offre aujourd'hui aux porteurs de projets. Les banques s'adaptent à leurs besoins avec le lancement du leasing qui connaît un réel engouement ces dernières années et s'impose aujourd'hui comme outil de concrétisation des investissements. Le leasing est un système de financement qui vient compléter le financement classique par crédit bancaire. Il propose une forme de location avec achat en option de biens d'équipement aux investisseurs désirant se doter de nouveaux équipements, de machines ou de biens immobiliers selon leurs besoins et leur domaine d'activité. Le secteur financier au service de l'investissement et du développement dans le Sud et les hauts plateaux est le thème de la rencontre riche en communication qui s'est tenue à Ouargla, organisée par l'association professionnelle des banques et établissements financiers ABEF. Les banques cherchent à attirer les investisseurs. La preuve en est la présence aujourd'hui à Ouargla afin d'informer les participants sur les nouveaux systèmes de financement. Nous avons investi dans le domaine des luminaires solaires intégrés et de l'énergie solaire de façon générale. C'est ce qui nous a motivés pour demander le soutien des banques algériennes afin de réussir dans notre démarche. Cette rencontre à laquelle ont participé des responsables d'établissements financiers, des chambres de commerce et d'industrie venus de Ouargla, de l'Arwat et de Ghardaya a été l'occasion d'écouter les préoccupations, d'échanger les points de vue et d'expliquer les dispositifs de financement offerts. Les ressources des collectivités locales sont principalement assises sur la fiscalité locale, notamment les impôts et des dotations de l'État. Une fiscalité que certaines communes du pays tentent de valoriser, comme c'est le cas à Sidi Bel Abbès, où pratiquement la totalité de ces recettes fiscales va dans le financement des projets, tels que la réfection des routes ou encore l'éclairage public. Karim Haïfa. Afin d'assurer l'autonomie financière des communes, certaines ressources fiscales ont été mises à la disposition des collectivités locales pour assurer le financement de leur fonctionnement, comme c'est le cas de la commune de Sidi Bel Abbès, où les recettes fiscales contribuent bon an, mal an au financement de plusieurs projets locaux.
La commune de Sidi Bel Abbas, à l'instar de toutes les communes du pays, fournit des efforts considérables pour valoriser ses richesses. Dans ce cadre, la commune a pris une panoplie de mesures, particulièrement concernant la fiscalité locale, comme la valorisation des biens et le renforcement des rentrées fiscales, en valorisant leurs biens. D'autres mesures ont été prises par les collectivités locales visant des rentrées fiscales supplémentaires pour financer des projets et redynamiser ainsi l'économie locale. Toutes ces rentrées supplémentaires renforceront le budget de la commune. Elles sont destinées au financement de projets dans la commune de Sidi Bel Abbas, des projets qui touchent essentiellement aux travaux publics comme la réfection des routes et des trottoirs, mais aussi l'éclairage public. Cette initiative du ministère de l'Intérieur est bénéfique pour tout le monde. On souhaiterait juste que cet argent collecté ira dans des projets comme la réfection des routes et l'éclairage public. En somme, des projets qui seront utiles et pour les contribuables et pour la commune. L'avenir des collectivités locales se situe également dans l'innovation managériale pour réduire et maîtriser les coûts des différentes activités municipales, mais elle est conditionnée par un fort engagement des équipes municipales et une formation incessante des agents communaux. Pas moins de 30 entreprises publiques et privées participent à la 4e édition du Salon régional de l'emploi de Sétif. L'objectif des organisateurs de la manifestation est d'arriver à placer un grand nombre d'étudiants et de décrocher 800 stages de formation au profit des jeunes. Naïma Haouch. C'est l'événement régional phare de l'emploi et de l'entrepreneuriat à Sétif. Durant 2 jours, entrepreneurs et demandeurs d'emploi se côtoient. Chacun trouve son compte. الشيء اللي جابني المعرض هذا سي كو بور ديفلوبي الافكار تاعي باسكو Je veux créer mon entreprise et je viens ici pour collecter des informations. Il y a beaucoup d'entreprises, notamment privées. Elles offrent des espaces aux jeunes demandeurs d'emploi. Ce salon est organisé à l'initiative de l'Institut de Management Business International de Sétif, en coordination avec le Forum des chefs d'entreprise et divers dispositifs de soutien à l'emploi comme l'ANEM, la CNAC, l'ANGEM ou encore l'ANSEJ, en plus de la présence de la Banque d'Algérie, le CPA et la CNEP, sous le slogan « Transformation numérique des entreprises ». En avril 2018, nous avons enregistré près de 1625 demandes d'emploi. Nous avons pu trouver des postes pour plusieurs personnes et nous travaillons en collaboration avec d'autres entreprises. L'objectif des organisateurs de la manifestation est d'arriver à placer 300 étudiants et décrocher 800 stages de formation au profit des jeunes dans divers domaines techniques tels que la mécanique, l'électricité, la maintenance industrielle, la programmation numérique de machines et autres spécialités retenues en fonction des exigences du marché du travail et de l'entrepreneuriat. C'est une opportunité pour augmenter la rentabilité des entreprises et les rendre plus concurrentielles. Ce salon est donc une opportunité pour créer de nouveaux emplois et projets et d'échanger des idées dans le monde de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Rien qu'au premier jour, 1000 demandeurs d'emploi et porteurs d'idées ont été enregistrés au niveau des 30 stands des différentes entreprises économiques. La wilaya de Relizane vient de bénéficier d'une nouvelle direction des Moudjahidines. Le ministre du secteur l'a inauguré hier lors de sa visite dans la région. Taïb Zitouni a également visité l'ex-centre de torture datant de l'époque coloniale situé sur les hauteurs de la commune de Sidi Khtab. Hassiba Abdallah. Après une pensée et un hommage rendu aux martyrs de la Révolution au cimetière des martyrs de Relizane, le ministre des Moudjahidines, Taïb Zitouni, a inauguré hier un nouveau siège de la direction des Moudjahidines, comme il a visité un musée dont la réception est prévue prochainement. Taïb Zitouni s'est rendu entre autres au centre-ville où il a inauguré une stèle symbolisant le vivre ensemble en paix. À travers ce monument, nous voulons inculquer aux jeunes d'aujourd'hui des valeurs telles que l'amour du pays, l'espoir, la fraternité, la loyauté, la fidélité et la sincérité. Parce que nous portons une lourde responsabilité vis-à-vis de nos martyrs. Et pour ne jamais oublier les atrocités commises par le colonialisme français en Algérie,
Une attention particulière est portée à tout ce qui rappelle cette période, à l'instar de cet ex-centre de torture situé dans la commune de Sidi Khattab. Nous avons plusieurs puits ici. Et dans chaque puits, nous avons retrouvé les restes d'environ 300 martyrs. Ce n'est qu'un crime parmi tant d'autres commis par la France contre le peuple algérien et contre l'Algérie. Nous portons d'ailleurs, en tant que ministère des Moudjahidines ainsi que État algérien, un intérêt particulier à ce pan de l'histoire contemporaine de l'Algérie et à ces monuments s'appuyant sur les directives du président de la République. En marge de sa visite, le ministre des Moudjahidines s'est rendu à la radio régionale de Relizane avant de terminer sa virée en honorant un des Moudjahidines de la région. L'actualité internationale marquée aujourd'hui par l'arrestation du gouverneur palestinien d'Al-Quds Est par la police israélienne pour la deuxième fois en l'espace de 2 mois. C'est en bref et résumé par Bouchaba Ali. Le gouverneur palestinien d'Al-Quds, Adnan Reit, est de nouveau arrêté par la police israélienne. Il s'agit de la deuxième arrestation en 2 mois. Il restera en détention jusqu'au 29 novembre. La direction palestinienne dénonce une arrestation arbitraire. Au moins 6 soldats somaliens ont été tués et 10 autres blessés samedi soir dans une embuscade tendue par des terroristes Chebab dans la région du Moyen Chabel, au nord de Mogadiscio. Après plus de 40 ans de mariage tumultueux et d'âpres négociations, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont scellé leur divorce. Un divorce historique voulu par la première ministre britannique Theresa May, pour qui rien n'est encore gagné, puisqu'elle devra encore faire face à un dernier obstacle, et pas des moindres, celui de convaincre les députés britanniques que l'accord conclu avec l'UE est le meilleur accord possible pour le Brexit. L'Ukraine a fait un pas important vers la déclaration d'une loi martiale après la capture Manu Militari par la Russie de 3 navires de la marine ukrainienne qui a fait des blessés dans le détroit de Kerch, marquant l'accès à la mer d'Azov qui a provoqué une escalade sans précédent dans cette zone sensible. La tension est telle que le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra aujourd'hui une réunion d'urgence réclamée par les 2 pays. Les gardes frontières américains ont rouvert des points de passage entre la ville mexicaine de Tijuana et la ville américaine de San Diego après les avoir brièvement fermés en raison de tentatives de les franchir par des centaines de migrants désespérés. Près de 150 dauphins pilotes ont péri après s'être échoués sur une plage éloignée de l'île Stewart dans le sud de la Nouvelle-Zélande. L'échouement inexpliqué des globicéphales a été découvert par un randonneur samedi soir sur cette île qui est la 3e plus grande de Nouvelle-Zélande. Sur les 145 mammifères, la moitié étaient morts au moment de leur découverte. Retour au pays. Denis Martinez est l'un des plus importants artistes algériens contemporains. Né en 1941 à Mars el-Hadjadj, l'artiste a vécu toute sa jeunesse en Algérie. Il est d'ailleurs l'un des initiateurs de la manifestation de Racontard. Le salon d'Urdura des arts plastiques, placé cette année sous le thème sur le chemin de Tejmat, lui est dédié cette année. Cette 9e édition qui prendra fin aujourd'hui à Tizi Ouzou regroupe une 50aine d'artistes. Fri El-Hamdi. C'est à la Maison de la Culture Mouloud Mamri de Tizi Ouzou que s'est déroulée la 9e édition du Salon d'Urdura des arts plastiques, placé cette année sous le thème « Sur le chemin de Tejmat ». Cette année, en hommage à l'artiste peintre Denis Martinez, donc un artiste vraiment complet, artiste, peintre et poète en même temps, dont l'œuvre est viscéralement liée à l'histoire et au patrimoine algérien. Donc Denis Martinez a un rapport extraordinaire avec les structures spatiales, avec donc tout le patrimoine matériel et immatériel des villages de la wilaya Tizi Ouzou et de la Kabylie d'une manière générale. Donc c'est quelqu'un qui a toujours, qui aime transmettre à la nouvelle génération, qui est très généreux et qui a toujours œuvré pour la promotion de l'art algérien. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de l'artiste Denis Martinez, auquel est dédiée cette édition qui n'a pas caché sa joie de se retrouver encore une fois en ce lieu. Le choix de mon exposition cette fois-ci, c'est le récit de mon travail depuis 2004 à nos jours sur le cheminement nomade du festival Racontard qu'on a fait en Kabylie
dans chaque village, et en général dans les Taj-Met, j'ai fait ce qu'on appelle les œuvres éphémères, graphiques, avec bien entendu la complicité des villageois, etc., dans un ensemble d'activités culturelles. Un grand espace lui a été exclusivement réservé pour exposer ses différentes créations. Tableaux et fresques retraçant son parcours. Je suis venue spécialement d'Alger pour voir cette exposition et être présente à l'hommage qui a été rendu à M. Martinez. Et je l'ai vu aussi à Tiferdoud en action, donc je trouve que c'est extraordinaire. Là, je découvre d'autres aspects de sa personnalité, d'autres peintures, mais sur les autres panneaux, je vois les tuiles que j'ai vues à Tiferdoud. Et j'ai vu comment elles ont été petit à petit installées. Et c'est d'une beauté, c'est à la fois, ça donne le côté rustique. Et je trouve qu'il a réussi à intégrer, aussi par sa connaissance de la langue kabyle, arabe et le français, il a réussi une intégration. Il a intégré les signes berbères, il a intégré aussi le pays et quelque chose qui est très vaste et qui transparaît dans ses peintures. Des ateliers de calligraphie, de peinture, de dessin et de lecture qui seront dédiés au thème de Taj-Mat et qui seront animés par plusieurs artistes. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, les prévisions météo vous seront présentées par Amel Laribi. Vous pouvez revoir nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Medessi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.